C'était octobre 88, c'était en Kabylie. C'était une période, bien sûr, où il y avait le 5 octobre. Il y a eu le déclenchement de ce qui s'est passé à Alger, des manifestations publiques qui étaient réprimées dans le sang par la police et l'armée algérienne. Tintoretto est arrivé à l'université. C'était l'Assemblée générale. De toute façon, c'était prévisible. Quand il y a des événements comme ça qui sont très importants, les étudiants à l'université, ils font toujours des assemblées générales pour voir ce qu'il faut prendre comme position et puis comment agir. Donc c'était à Hasnaoua à l'époque. C'est là que l'Assemblée générale de la communauté universitaire a eu lieu. Donc on a été à l'Assemblée générale et les étudiants sont surpris, bien sûr. Nous avions condamné ce qui se passait à Alger, c'est-à-dire la répression, bien sûr, la répression faite par le pouvoir d'Alger sur les manifestants. En même temps, nous avions appelé à une grève générale en Kabylie en guise de soutien et de solidarité de la Kabylie par rapport donc à ce qui se passait à Alger. Donc il fallait donc que cet appel, la position de l'université et l'appel surtout à la grève générale parviennent à la population. Donc le tract ayant été fait, le texte a été adopté d'abord, bien sûr on l'avait adopté en Assemblée générale, et puis il fallait le tirer et le faire parvenir le jour même, de préférence, partout en Kabylie. Donc moi et un ami qui est maintenant décédé, le Mahdi Siem, nous nous sommes donc portés volontaires pour aller à Fort National pour lui, à Michelet et Farhounen pour moi, afin de diffuser l'information, donc diffuser le tract. Donc une fois le tract était pareil, donc nous avons pris des paquets de tract que nous avons mis dans le cartable et on s'apprêtait donc à y aller, à sortir de la ville pour faire du stop et monter à Fort National et Michelet. C'est le même chemin, donc le chemin qui mène à Michelet, c'est le même qui mène à Fort National. On a donc pour sortir le but au début, le but c'était de sortir de la ville sans attirer l'attention des services de renseignement, des flics, des flics en civil, parce que sinon, bien sûr, si on attire leur attention, ils allaient nous arrêter et puis bon, on n'aurait pas fait notre travail. Donc, on a, avec un étudiant qui nous a pris en voiture, on allait sortir justement de l'université. Et puis bon, à peine sorti de l'université, on avait vu donc la voiture de l'ONES. C'était un 4x4. On avait vu de loin qui était garé, donc stationné en face de l'université. Et lui s'était arrêté auprès d'une autre personne qui était dans son véhicule. Et puis comme notamment dans la voiture, avec nous, il y avait quelqu'un qu'il connaissait bien. Et donc on s'était dit pourquoi ne pas demander à l'ONES si il ne pouvait pas nous sortir de la ville. Ça aurait été serait bien. Donc, chose que Karim, donc, qui était devant, a été demandé à l'ONES et l'ONES, bien sûr, avait accepté sans aucun problème. Donc, on est descendu, nous, de la voiture de l'étudiant. On a rejoint l'ONES dans sa voiture qui a fait demi-tour sur place pour se diriger à la sortie de la ville. À la sortie de Tizi Ouzou, on voulait au fait aller à Oued Aïssi et de là faire du stop pour monter à Fort National et Michelet. Donc on se salue avec l'ONES et puis il nous dit bon, vous voulez aller où? Bon, on lui a dit non, il suffit juste de sortir de la ville, mais il a insisté, il voulait savoir où nous voulions y aller. Sous son insistance justement, donc on lui a dit écoute, on va y aller à Fort National pour l'un et Michelet Farhounen pour l'autre. Et on lui a dit bon, c'est pas la peine, nous on veut juste y aller à Oued Aïssi et puis faire du stop de là-bas. Et lui, il a dit bon, écoutez, maintenant c'est mon affaire, donnez-moi les tracts. Bon, avant de lui donner les tracts, d'abord il nous a demandé bien sûr de lui lire un tract pour voir ce qu'il y a dedans, bien sûr, pour voir s'il cautionne ça. C'est quelque chose qu'on a fait, on lui a expliqué un peu pourquoi. Bon, il n'avait rien contre, mais il voulait quand même prendre
connaissance des choses. Et puis il nous a demandé de lui remettre tous les tracts. Bon, et il nous a dit, bon, vous me remettez les tracts et vous les mettez dans la boîte à gants. Comme ça, bon, s'il y a le moindre problème, je préfère que la responsabilité soit prise par moi. Et d'ailleurs, si jamais il arrive quoi que ce soit, on nous arrête ou quoi que ce soit, dites que je vous ai pris en autostop. Voilà, donc il avait insisté à ce qu'on fasse ça. Bon, on lui a dit oui, et bon, hein, puis on verra. De toute façon, le but, c'était pas de se faire arrêter, mais d'arriver à destination, c'est-à-dire à Front National et à Michelet, et pouvoir distribuer les tracts afin qu'un maximum de personnes, de gens, aient l'information et pour qu'ils sachent la position de l'université et qu'ils participent bien sûr au mouvement de grève auquel l'université avait appelé. Donc voilà, on a pris le chemin. Bien sûr, sur le chemin, bon, il y a eu pas mal de discussions, on a discuté pas mal de choses. Et puis sur la route, chaque fois, par exemple, je me souviens, il y avait, comme c'était l'après-midi, pratiquement à la fin de l'après-midi, il y avait les autobus, les autocars qui transportaient les travailleurs des usines de Tizi Ouzou, de la Ben Khadda, qui revenait au village chez eux. Donc, l'ONES, à chaque fois, il klaxonnait pour les autocars, les bus, et puis il leur demandait de s'arrêter, comme les gens le connaissaient, donc ils s'arrêtaient relativement facilement. Et puis, il remettait les tracts aux gens qui étaient à l'intérieur. Bon, bien sûr, tout le monde était content de voir l'ONES, et puis il prenait les tracts avec plaisir. Mais pour nous, c'était un moyen très efficace d'informer, vraiment de diffuser l'information rapidement et le plus largement possible. Pourquoi ? Parce que ces gens-là qui étaient dans les bus étaient des travailleurs qui venaient de différents villages. Donc vous imaginez dans un autocar, même s'il y a une dizaine de personnes qui viennent de 10 villages différents, c'est l'information qui touche 10 villages. Et combien de bus qu'on a touchés. Donc c'était une idée très, très intéressante, mais ça nous a fait un peu perdre du temps. Mais c'est pas grave, on le gagne autrement. Arrivé à Front National, donc on a distribué les tracts en plein, tout en étant dans la voiture, on n'a pas quitté la voiture, en plein ville, au centre-ville. Je me souviens d'ailleurs, il y avait même des policiers qui circulaient, qui marchaient, et l'ONES leur a remis un tract, pour les informer. Il dit que pourquoi ne pas les informer, ils sont des citoyens comme les autres, on peut les informer. Bien sûr, c'est vrai que c'était évident que l'information a circulé, les renseignements, les policiers ont dû avoir l'information. Voilà, il y a des gens qui sont passés, notamment Maatoum Lounès qui est passé, qui a distribué un tract. Le tract, certainement, il a dû être lu entre-temps par les renseignements. Donc, il est évident qu'ils ont pris leur disposition pour faire en sorte de nous arrêter et pour limiter les dégâts pour eux, bien sûr, faire en sorte qu'il y ait le moins de distribution possible de tracts. Donc, on a continué entre Front National et avant d'arriver à Michelet. Donc, tous les endroits sur lesquels on est passé, les villages ou les endroits où on avait rencontré des personnes, on s'arrêtait, on ralentissait pour leur remettre le tract. Bien sûr, on ne pouvait pas expliquer les choses aux gens. C'est qu'on disait en quelques mots, voilà, c'est par rapport aux événements, il y a une grève tel jour. Et puis on avançait. Et à un certain moment, avant d'arriver à Michelet, pour ceux qui connaissent Michelet, c'était au fait juste avant de commencer la pente là justement qui monte vers Michelet, là où il y avait la pompe à essence à l'époque Sonatrach, à l'époque. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est toujours là, ça fait 20 ans. Donc, juste avant d'atteindre cette pompe, justement, on avait aperçu une voiture de gendarmerie. Bien sûr, les voitures de gendarmerie, c'est des Land Rover qui sont d'une couleur bien connue, donc on les reconnaît de loin. Donc, on a vu cette voiture, cette Land Rover, et on s'était dit, de toute façon, ils sont venus pour nous. Donc, il fallait absolument trouver un moyen de leur échapper. Nous, l'idée, c'était
d'atteindre Michelet le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il fallait atteindre la ville de Michelet coûte que coûte. Pourquoi? Parce que si on atteint la ville, au milieu de gens, de gens à Michelet, les gendarmes ou les policiers auront du mal à arrêter Matoub. Parce que quand même, c'est quelqu'un de populaire. C'est pas évident. C'était dit, il faut pas que les gendarmes nous arrêtent et il faut qu'on arrive à atteindre Michelet sans que les gendarmes nous rattrapent. Bon, et comme par hasard, il y avait une cathédrale devant nous. Donc, d'ailleurs, c'est moi qui avais dit à Lounès, tu serres bien la cathédrale parce que si on la serre, ils auront du mal, les gendarmes auront du mal à nous couper le chemin. Mais s'il n'y a rien devant nous, ils vont nous couper le chemin. De toute façon, on sentait qu'ils sont ralentis, ils allaient nous couper le chemin. Donc, Lounès, ce qu'il a fait, il avait collé la cathédrale, donc les gendarmes ne pouvaient pas nous couper le chemin à moins qu'ils provoquent un accident. Donc, grave en plus. Donc, on leur a échappé. Mais bien sûr, eux, ils ont fait demi-tour, ils nous ont suivis. Donc, on a fait tout pour regagner Michelet. À un certain moment, je me retourne, bien sûr, régulièrement, je me retourne. Parce que c'est moi, au fait, je n'ai pas dit au début, mais c'est moi qui étais derrière. Mahdi, il était à côté de Lounès devant. Moi, régulièrement, je me retourne derrière pour voir si les gendarmes étaient derrière nous ou pas. Et à un certain moment, justement, je me retourne et je vois la voiture des gendarmes derrière nous. Non seulement la voiture était derrière nous, mais j'avais vu que le gendarme qui était au niveau de la portière d'Arouat, il avait entrouvert la portière, justement, du côté d'Arouat. Et j'avais vu sa Kalachnikov justement pointer sur nous. Alors là, je me suis dit, s'ils ont fait ça, à mon avis, ils sont capables de tirer. Donc, j'avais dit à Lounès, il faut arrêter tout de suite parce que là, on risque de se prendre une rafale. Bon, chose que Lounès a fait tout de suite. Donc, il s'est arrêté, sec. Et la voiture des gendarmes avait percuté la voiture de Lounès. Et il y avait des balles, est-ce que une ou plusieurs balles, qui avaient percuté aussi la voiture. Donc d'ailleurs, moi, je me suis baissé les mains sur la tête parce qu'on ne sait pas, quand vous voyez une Kalachnikov pointée sur vous, il y a des gestes un peu naturels qu'on fait. Et puis, donc les gendarmes, tout de suite après, ils descendent avec leur Kalachnikov, ils étaient à Rouen normalement. Et il nous demandait bien sûr, un client de sortir les mains en l'air, chose que nous avions fait à Taroua. Donc, aussi bien Lounès que le Mahdi que moi sommes sortis rapidement, les mains en l'air. Et puis, donc, d'une manière vraiment agressive et tout, et ils nous ont demandé de monter dans leur voiture, dans la Land Rover. Bon, chose que nous avons faite sans commentaire, moi et Mahdi, mon ami étudiant. Donc on est monté sur place, les mains en l'air, donc on est monté dans la Land Rover. Et Lounès, les mains en l'air, il a été les voir. Il a été les voir, les gendarmes, pour leur dire, voilà, pour quelle raison vous nous arrêtez? Et effectivement, on vous arrête, on vous demande avec des Kalachnikov, on se carroie, je ne sais pas où. Et puis on n'avait rien fait, c'est qu'on n'avait pas tué, donc on ne comprenait pas pourquoi les gens étaient aussi acharnés sur nous. Et puis les gendarmes, ils l'avaient poussé avec la crosse de leur Kalachnikov, en l'insultant, en lui demandant de monter dans la voiture. Donc Lounès, il allait nous rejoindre, les mains en l'air, mais tout en leur disant, voilà, c'est injuste, c'est pas normal, c'est quoi ça? Et au moment où il allait nous rejoindre, justement, au moment où il allait monter dans l'arrière de la Land Rover, et là, on entend le coup fatal, la rafale, et il est tombé, ils l'ont jeté dans la Land Rover, donc il était allongé. Et puis les gendarmes donc, ils sont montés, ils ont pris le temps de nous attacher. Moi et Mahdi, avec des menottes, ils nous ont attachés à la Land Rover. Et puis, ils nous ont attaché une main chacun. Moi, je me souviens, c'était cette main gauche qui m'avait attaché. Et puis, Lounès était allongé comme ça, par terre, et son corps sur nos pieds. Et moi, comme j'étais le dernier à monter, donc c'était le côté inférieur donc, du corps de Lounès qui était sur mes pieds.
Et bon, donc ils nous ont attachés, lui ils l'ont jeté, et puis ils sont montés dans la voiture. Bon, heureusement qu'ils ont, hein, ils sont dirigés vers l'hôpital. On s'était dit, ben, espérons qu'ils vont aller vers l'hôpital, ils ne vont pas aller ailleurs, parce que Lounès il avait perdu connaissance. Donc, bon, pour nous, c'était quelque chose de, bon, on ne savait pas quoi faire. On était paniqués, on voyait Lounès mourant devant nous. On ne savait pas où il a été touché ou là. Donc moi au début, bon, il fallait rester optimiste. J'avais vu le balade de Lounès vraiment abîmé, hein, donc partiellement abîmé. Alors je me suis dit que c'était là. Alors, mais bon, si c'est là, je me suis dit que c'est pas grave. C'est la main, à la limite, c'est pas un coup à la limite mortel. Hein. Si on reçoit une balle dans son bras ou sa main, c'est pas très méchant, si on peut dire ça. Mais le problème, c'est que Lounès, il avait perdu connaissance. Il commençait à dire oui, Admithar, et il disait des choses. Et puis bon, moi, j'ai essayé avec la main que j'avais de libre de le soulager, de lui remonter le moral en lui disant non, t'as rien, t'inquiète pas et tout. Bon, parce que bon, qu'est-ce que faire avec une main attachée surtout, que faire devant quelqu'un qui souffre. Alors c'est très difficile parce que bon, moi c'est la première fois que j'avais vu une Kalachnikov devant moi, bon ça, et je sais pas comment ça fonctionne. Bien sûr, moi j'avais entendu un coup de feu. Mais le problème c'est qu'un coup de feu, quand on entend un coup de feu, ça dépend de la durée la durée qu'on garde sa main sur la gâchette. Hein. On tire sur la gâchette, il peut y avoir une balle, comme il peut y avoir une dizaine, une vingtaine de balles qui partent. Finalement, à la fin, bien sûr, on a vu c'était 5 balles. C'était 5 balles qui sont parties. Bon, moi, j'avais entendu un coup de feu, hein, mais c'était 5 balles. Mais de toute façon, on ne pouvait pas les compter, on ne pouvait pas c'est pas évident. Donc, Lounès, mais quand même, il commençait, donc il avait perdu conscience et il commençait à dire n'importe quoi. Bon, n'importe quoi, il disait, bon, voilà, je vais mourir. Et bon, moi, j'étais un peu paniqué, je voyais rien de particulier à part sa main. Et puis, à un certain moment, bon, comme ça, inconsciemment, bien sûr, il ouvre ça, il déboutonne son pantalon, parce qu'il y a quelque chose qui et moi, je n'avais pas compris. Après, je l'avais aidé avec ma main libre, je l'avais aidé à déboutonner son pantalon, et c'est à ce moment-là, quand on a dégagé un peu son pantalon, que j'avais vu une mare de sang. Et là, donc lui, c'est là qu'il sentait en fait, la douleur. C'est là, j'avais compris que c'est là qu'il avait senti la douleur. Et c'est la mare de sang que j'avais vue. J'avais compris que c'était grave et qu'il avait touché il a été touché en dehors du bras. Et donc, que faire, bien sûr? Bon, on était impuissants. Hein. Donc, j'ai continué à lui dire, à le consoler, à lui remonter le moral. Ne t'inquiète pas, voilà, on va arriver à l'hôpital. Parce qu'on avait compris qu'ils allaient à l'hôpital Michelet. Ils avaient tourné à Darouat du côté d'Ethmenglet. Voilà, donc j'ai essayé de lui remonter le moral comme je pouvais. Et puis, en arrivant à l'hôpital, il rentre à l'hôpital des gendarmes. Et ils ouvrent, donc il y a des agents de l'hôpital qui arrivent, hein, donc des aides-soignants qui arrivent avec un blancard pour prendre Lounès. Et puis les gendarmes qui ouvrent la porte et puis ils tirent le corps de Lounès. Et les soignants, les agents de l'hôpital, ils voulaient le prendre. Bon, normalement, ils allaient faire leur travail. Un malade, hein, quelqu'un de blessé, il fallait le prendre avec soin. Et les gendarmes, ils sont énervés sur eux, mais ils leur ont dit, c'était en arabe, mais bon, c'était en arabe, mais ils leur ont dit quelque chose comme ceci, je veux tharbis, j'tadi mth, waqjoun. Je veux tharbis, j'tadi mth, waqjoun. C'est comme ça, donc tirez-le et laissez-le mourir, le chien. Donc ça, voilà comment il là, moi, bien sûr, ça m'a choqué parce que bon, on ne peut pas faire ça même envers un animal, on peut pas être comme ça. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est blessé, bon, même un chien ou un animal, un chat, on prend soin on en prend soin, on ne traite pas de cette façon. Alors que là, les gendarmes algériens, donc soi-disant des gendarmes, théoriquement, ils sont faits pour dans les pays qui se respectent, ils sont faits pour protéger la population, pour protéger les gens, les citoyens. Donc ils sont là pour assurer leur protection, alors que là, vous avez des gendarmes, non seulement ils tirent d'une manière injustifiée sur une personne, et puis après ils le jettent comme un animal,
comme un animal, pire qu'un animal. Donc vraiment, il n'y a aucun humanisme. C'est-à-dire que moi, j'ai senti, j'ai vu un peu la haine qu'avaient notamment les gendarmes, mais bon, les gens aussi qui représentaient ce système algérien, la haine qu'ils avaient envers une partie de la population. La partie, c'est très simple, hein, c'est les berbères, les gens qui se battent pour leur berbérité. Il y avait une haine, mais incroyable, que j'ai jamais imaginé, mais là, je l'avais vu, je l'avais vécu. Donc voilà comment là, et c'était le dernier souvenir hein, donc, qu'on avait, donc le dernier regard qu'on avait donc, envers le Lounès, puisqu'il est parti, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Et puis bon, moi tout de suite après, je me rends compte, je regarde mon pantalon et mes chaussures, je les voyais toutes couvertes de sang. Et c'était très très pénible pour moi parce que bon, d'abord, Lounès, on l'avait abandonné, donc on a été séparés là, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Nous, on était restés attachés. Et puis porter le sang de quelqu'un sur ses vêtements, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Donc j'ai très mal. Bon, en fait, on est allé avec ce sang-là. Pour moi, c'était très difficile. Et puis bon. Par la suite, ce qui s'est passé, bon, nous, bien sûr, on nous a pas libérés, vous imaginez bien. Ils nous ont pris à la brigade de gendarmerie de Michelet. Ils nous ont mis dans une salle, hein, dans un bureau, attaché bien sûr. Dans un premier temps, ils nous ont posé quelques petites questions. C'est tout, sinon ils ne voulaient rien nous dire. Et on ne savait pas ce qu'ils allaient faire de nous. Et ils ont attendu la nuit. Et pendant la nuit, ils nous ont demandé ils nous ont détachés et ils nous ont mis dans une Land Rover et ils nous ont transférés vers Alger. En fait, bon, au début, bien sûr, on ne savait pas ce qu'ils allaient faire avec nous. Mais donc, pendant la nuit, ils circulaient avec nous. Puis à un certain moment, bien sûr, on s'est retrouvés à Alger, bien pris en charge par des gens armés et tout. Et puis à Alger, donc au début, donc bien sûr, on savait où on était, on avait atterri, donc c'était à la brigade de gendarmerie de Bermoura Raïs à Alger. On a passé une nuit là-bas. Alors quand on est arrivé là-bas aussi, j'ai compris un peu aussi la haine qu'ils ont envers nous. Hein. La première chose que les gendarmes qu'ils ont trouvés là-bas. Alors à Alger, il faut situer les choses. À l'époque, c'était les événements d'octobre. L'état de siège était décrété à Alger à l'époque. Donc il y avait partout des militaires en armes, bien sûr, et puis que les gens ne pouvaient pas circuler au-delà d'une certaine heure. Et donc quand on est arrivé dans cette brigade de gendarmerie, il y avait plein de militaires, bien sûr, de gendarmes avec leurs armes. Et la chose qu'ils avaient dit, c'est pas ce qu'ils se sont dit. Voilà, on arrive, parce qu'ils devaient se présenter. Et puis, il y avait un militaire à l'extérieur qui leur a dit « Mais pourquoi nous encombrer avec eux? Vous auriez dû vous en débarrasser. » Et là, on sent aussi c'est-à-dire à quel point c'est-à-dire qu'un gendarme, un militaire pouvait se débarrasser de quelqu'un, le tuer sans aucun problème. C'est-à-dire qu'un gendarme dit ça. Pourquoi nous encombrer avec eux? En fait, deux personnes, c'était encombrant pour eux. Il fallait, vous auriez pu les tuer, et puis voilà, on n'aurait pas eu à les gérer. Et donc là-bas, à Bermoura, ils nous ont passé par l'espèce de bureau là où ils nous ont pris en photo de profil. Donc là, on a compris que ça devenait un peu très sérieux. Après, ils nous ont fait un entretien, un interrogatoire plutôt, c'est pas un entretien. Un petit interrogatoire qui était gentil, puisqu'on n'a pas été torturé ni rien du tout. Et donc là, par contre, tout de suite après, ils nous ont mis dans un bureau pour passer la nuit là-bas. Ils nous ont attachés au bureau. Et puis, ils avaient demandé à un gendarme là, qui est venu, un militaire en gendarme, parce qu'ils étaient tous habillés pareil à cette époque-là. Et on lui a dit, voilà, tu les surveilles. Celui qui bouge, tu lui mets une balle dans la tête. Alors, est-ce que c'était pour nous faire peur ou pour nous, je ne sais pas. Donc, en tout cas, bon, c'est avec nous qui étions épuisés et tout, donc il ne fallait pas bouger, parce qu'on ne pouvait même pas penser à dormir. Parce que, bon, sinon, on ne sait pas ce que l'autre allait faire. Mais bon, moi, ce type, ce gendarme qui était là, bon,
il me semble que c'était quelqu'un humainement on sentait un peu d'humanisme en lui, parce que autant son chef lui a dit ça, mais aussitôt le chef est parti, lui, bon, et sans nous dire quoi que ce soit, mais sa manière de se comporter, au fait, moi j'avais compris que vous ne l'écoutez pas. De toute façon, bon, on était au troisième ou quatrième étage, attachés, bon, on ne pouvait rien faire. Et puis des militaires partout, bon, même si on voulait fuir, c'était pas évident, qu'on ne pouvait rien faire. Donc lui, il avait posé sa Kalachnikov et il avait posé ses pieds sur une chaise. Et bon, manière de dire, bon, faites ce que, dormez si vous voulez dormir. Mais ce n'était pas évident de dormir. Moi, je n'ai pas pu dormir. Parce que bon, de toute façon, on attendait d'ailleurs, on ne savait pas ce qu'il allait nous arriver. On croyait qu'on allait partir. Hein. Donc le lendemain, donc le soir, il s'est passé, bon, il s'est passé comme des choses le soir. Mais le lendemain, ils nous ont appelés, donc ils nous ont pris, détachés, et puis ils nous ont mis dans une voiture. Mais avant de nous mettre dans la voiture, ils nous ont mis donc des cagoules. Pour qu'on ne voyait rien. Ils nous ont mis dans une voiture qui est à l'intérieur. Bon, on ne pouvait rien voir de l'intérieur, c'était opaque. Et puis, bon, à un certain moment, aussi, la voiture s'arrête. Ils nous remettent les cagoules, ils nous sortent. Et puis, bon, c'est pas grave. Ils nous ont fait marcher. Et puis, jusqu'à un certain moment, bon, ils nous enlèvent les cagoules et on s'est retrouvés aussi devant des militaires en civil. Hein. Donc là, par contre, c'était des civils, des services de renseignement. Ils nous ont passé aussi devant pour nous photographier de face, de profil, hein, tout ça. Et puis ils nous ont enlevé les ceintures, là, les chaussures, les lacets, tout ce que. Hein. Et puis bon, ils nous ont mis dans une cellule. Une cellule, ça se voit que c'est des cellules qui étaient construites pour l'occasion, puisqu'ils arrêtaient beaucoup de gens à ce moment-là. C'était une cellule juste à côté de toilettes, donc il laissait avec un seul matelas, on était deux avec un seul matelas, il laissait la lumière allumée tout le temps, 24 sur 24. Bon, je pense que c'est des méthodes pour empêcher les gens de dormir ou je sais pas quoi, donc, ou du moins qu'ils ne puissent pas bien dormir. Et tous les soirs, bon, bien sûr, ils nous ont interrogés, pratiquement tous les soirs, ils nous ont interrogés. Bon, les interrogatoires, bon, c'est les mêmes questions qui reviennent. Et tous les soirs, on entendait aussi des gens torturés à l'extérieur. Donc, on torturait des gens. Donc, ils les frappaient, ils cassaient des bouteilles, ils les faisaient asseoir sur des bouteilles, on leur met de l'eau, et puis je pense qu'on leur met de l'électricité. C'est pas de toute façon, on entendait des cris mais horribles. Hein. Donc, et à chaque jour, on se dit aujourd'hui, c'est notre tour. Ah. Vous êtes resté combien de temps dans cette prison? Une semaine. C'est pas une prison, hein, parce que c'est pas vraiment une prison. C'était une prison, on aurait aimé que ce soit une prison, parce qu'une prison, c'est clair, ça. Hein, mais pour aller en prison, il fallait être jugé. Alors que nous, personne ne savait où on était. Ils voulaient rien dire. Au fait, bien sûr, nous aussi, on se doutait un petit peu, parce que on était les seuls témoins de ce qui s'était passé. Et on s'était dit que s'il arrive quoi que ce soit à Lounas, et puis il était vraiment on l'avait laissé dans un état très inquiétant. Donc, est-ce que les services de renseignement algériens, est-ce qu'ils allaient laisser deux témoins comme ça en liberté, donc, bon, on se doutait un petit peu qu'on était bon pour partir, quoi. Bon, en plus, à l'époque, il y avait des centaines de personnes, voire des milliers, je ne sais pas, qui ont été tuées. 2 personnes de plus ou de moins, ça change rien. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, chaque soir, on se disait qu'on allait, bien sûr, on allait partir. Hein, ça, c'est notre tour. Mais bon, bien sûr, en parallèle, l'université s'est mobilisée pour nous, s'est mobilisée pour nous libérer, pour savoir déjà où nous étions et pour nous libérer. Et puis une semaine après, bon, on nous a, à un certain moment, on nous a appelés, on nous a donné nos affaires. Et là, on s'était dit peut-être que, bon, c'est pour nous libérer. Mais même chose, ils nous ont mis des cagoules. Hein, et
hop, à un certain moment, on se retrouve dans un autre endroit, toujours même chose. Là, par contre, il nous avait un peu brutalisé. Mais j'ai oublié de dire que jusque-là, on ne nous a rien fait. Hein. Donc, on ne nous a jamais touché. Il n'y a pas eu de torture. On n'a pas été torturé. On nous a rien fait physiquement. Moralement, c'était très difficile. Mais bon, des intimidations et tout, il y a plein de choses. Hein. Mais physiquement, on ne nous a pas touchés. Donc là, on arrive dans un. Par contre, là, on est arrivé, donc c'était le dernier jour, en fait. On est arrivé, c'était plus sophistiqué. Donc c'était un immeuble. Bon, un immeuble, de toute façon, on voyait des constructions bien faites, des cellules qui étaient bien avec des portes, des numéros. On voit que c'est sont anciennes. Et là aussi, rebelote. Donc on nous a passé devant des caméras, des appareils photo. On nous a pris en photo. Et là, ils sont passés au Coran dessus. Ils nous ont enlevé toutes nos affaires et nous ont donné des blouses de prisonniers. Hein, donc on a mis ces blouses-là. Et bien sûr, re-interrogatoire. Donc c'était vraiment psychologiquement là, après on s'était dit c'est parti, ça, autant on avait un peu d'espoir quand on nous a appelé on nous a mis dans la voiture, autant après quand on nous a mis dans ces conditions-là, on s'était dit là, je pense que c'est fini pour nous. Et finalement le lendemain, c'était vraiment la journée la plus dure, et le lendemain ils nous appellent, ils nous donnent nos affaires, ce qu'il y avait dans nos poches et tout, nos chaussures, nos ceintures. Et puis, on nous met bien sûr, on nous a mis des cagoules, et on nous a mis dans un fourgon, sans ne rien dire, Bon, alors le problème, c'est qu'on se dit, c'est bien beau, on s'est dit peut-être qu'on va nous libérer, mais comment croire qu'ils allaient nous libérer alors que la veille, ils nous ont fait la même chose, mais c'était pour nous. Et le problème, c'est que ce jour-là, on est parti avec ce fourgon. Après, il est resté en panne. Il faisait quand même chaud, malgré c'était octobre, mais il faisait chaud quand même. Et il tombait en panne. Et puis, ils ont attendu un temps fou. Et puis, il y a eu des gens qui sont venus pour dépanner et tout. Mais tout ça sans ne rien dire. Nous, on est resté là sans savoir quoi que ce soit. Et puis, on a fini par après, le soir, on est arrivé à Tizi Ouzou. Et là, on a compris qu'on était libérés. Donc voilà comment ça s'est passé en gros. Et puis bon, après, on a eu tout de suite, bien sûr, après on a demandé des nouvelles de l'ONS. Et puis bon, on a appris qu'il était gravement touché, mais il était vivant et qu'il était à l'hôpital. Bon, on a été le voir après, bien sûr, mais voilà comment ça s'est passé. Mais de toute façon, on se doutait, on s'était dit que si on est libéré, c'est parce qu'il est vivant. S'il n'avait pas survécu, à mon avis, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Vous l'avez revu après? Oui, bien sûr, tout de suite après. Bon, moi, j'ai été le voir à l'hôpital, à la clinique. C'est une clinique Les Orangers. J'ai été le voir Les Orangers plusieurs fois. Après, j'ai été le voir une fois à Ain Nadja, l'hôpital militaire qui s'appelle Ain Nadja, une fois. Mais après, très vite après, on s'était retrouvés ici à Paris parce que moi, je suis parti en octobre, un an après, je suis venu ici en France, je suis parti de Kabylie. Et lui aussi, il est venu pour faire des soins ici en France. Donc on s'est retrouvés à l'hôpital Boujon. On il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que dans la vie, comme j'ai toujours dit, غلوي ذي الحفاظة ثنكرة السايا. Donc on est là, l'espoir nous est permis. يلي هناك لا يهدر استفندي شار همذنني جايزة أسقارني يتوقهر سوزني لا نار ما ذنك ذي سيدي رباي الطفل
جرجرة يحقى متسوغ هالسنكي خنون جرجرة يحقى متسوغ هالسنكي يفتح الشاطب وذريد عونيك مطيب الشهور لهلاك يتزيد تفيد وذين يفتح الشاطب وذريد عونيك مطيب الشهور لهلاك يتزيد تفيد وذين تسواتي يزم الصديد الخطر وريركين سدراري توهات مغلي ما يخلق وجدين ننفي وعده ويتصيد وذيوبين القين ما نسمى ذاغ المحون احسن من العيون هسو يا السبوح روياس هيم العيون يثعبان سكوم عطاسي وين تسرون هسو يا السبوح روياس هيم العيون يثعبان سكوم عطاسي وين تسرون ويسن ثبوض ثغري سقول دون تشير سكرب ولا ندق وما يلي قاعدي نسليق ويسن ثبوض ثغري سقول دون تشير سكرب ولا ندق وما يلي قاعدي نسليق توكس السردايني ونرد ندكوي هسليني فتصار مغدي غدار كزاني فيه يثيق لنا في عيسي مسحرف في الليل وحش غاي ندير النون احسن من العيون السويا السبوح روياس هيم العيون يثعبان السكوم عطاسي وين تسرون دروس يذنا هلا السياس والحرياس يثعبان وما طاس بريد ساثيني حبسك استقصير فوجة رمك نميش ليني قزمنا غلير هي مسفريد ساثيني حبسك استقصير فوجة رمك نميش ليني قزمنا غلير سوق شرور ذغر ذيك لين ذيفنو في الليل فنطش لي سردس تساوي خالسك نتياوي وعرا بحرا يميد جرجر رزايم وردكرنا راه ترسلون احسن من العيون
يتعبان سقوم عطاس السو يسبوح رويا سيم العيون يتعبان سقوم عطاس سيوا وين تسرون السو يسبوح رويا سيم العيون يتعبان سقوم عطاس سيوا وين تسرون السو يسبوح رويا سيم العيون ذهب نسقو مطاس سوا وين تشرو